Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler livres et séries. Il y a quelques semaines, voire quelques mois d'ici, je vous avais fait une vidéo à la place d'un vlog parce que j'avais pas eu l'occasion de filmer, dans lequel je vous parlais des films, séries et livres que j'avais consommés pendant les semaines précédentes. Et je me suis dit que j'allais refaire un petit topo un petit peu, surtout sur les livres, parce que je lis quand même pas mal, sur les livres que j'avais lus, et j'allais vous donner un petit peu mon avis. Avant ça, on va aussi faire un petit point sur quelques séries, même si c'est vrai que moi, les séries, j'aime bien me cantonner à ce que je connais, à ce qui m'est familier. J'aime bien avoir toujours The Office en fond sonore, Gilmore Girls parce que c'est l'automne et que chaque année au début de l'automne, je me relance dans la série. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'aventurer dans des séries que je connais pas, mais j'ai quand même fait l'effort ces quelques dernières semaines et j'ai regardé quelques trucs un petit peu nouveaux pour moi. En tout cas, à commencer par Un couple parfait, qui est une série Netflix. C'était donc une petite série sur quelques épisodes, je crois qu'il y avait 6 ou 8 épisodes. Une courte série Netflix, le genre de série où on peut la binge-watcher en un week-end et se mettre à fond dedans. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Alors j'ai bien aimé, c'était sympa, le petit mélange entre... il y a d'un côté une intrigue où quelqu'un meurt et on se demande, on essaie de trouver un petit peu qui c'est. Le fait que petit à petit, il y a plein de secrets de famille qui sont révélés. Et aussi un côté un petit peu, parfois un peu humoristique ou un peu... ouais, un peu particulier, surtout vers la fin, et tout ça sur fond de, je crois que c'est dans les Hamptons, ou en tout cas dans cette région nord-est des États-Unis, là où il y a vraiment la haute bourgeoisie qui va y passer ses vacances, donc c'est un joli cadre, c'était sympa, c'était une chouette série. Maintenant, ouais, vers la fin, il y a eu... J'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens, mais en soi c'était divertissant, ça se laissait regarder. Il y avait le côté quand même où on avait envie de résoudre l'énigme et de savoir qui était le coupable. Donc voilà, pas du tout une mauvaise série, pas non plus le truc du siècle. Mention spéciale pour le générique et la musique qui encore aujourd'hui me reste en tête. J'ai ensuite regardé Mon amie Adèle, qui est aussi une série Netflix, il me semble une plus vieille série, un petit peu thriller psychologique comme ça, avec une pointe de surnaturel, où on se rend compte du côté un petit peu surnaturel plutôt vers la fin, qui, ma foi, était sympa aussi. Bon, de nouveau, la fin, quand ça part un petit peu vers ce côté, oui, un peu surnaturel, bon, ça colle plus vraiment à l'idée que je m'étais faite au début du genre de série que j'allais regarder, où je pensais que ça allait vraiment être un thriller psychologique et s'arrêter là. Mais encore une fois, c'était pas désagréable à regarder, parce que encore une fois, il y avait une intrigue et il y avait des mystères derrière qu'on avait envie un petit peu de mettre à jour et de découvrir et de comprendre un petit peu vraiment ce qui se passait. Et petit à petit, en fait, ça se dénouait. Il y avait des retours parfois en arrière qui permettaient de comprendre certaines choses. Donc voilà, c'était bien fait. C'était très bien joué surtout. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est pas la série qui m'a le plus marqué dans ma vie. J'ai ensuite entendu parler de la série Monstres, qui raconte l'histoire des frères Menendez, qui est aussi une série Netflix qui, je pense, a été faite par la même personne qui avait fait la série Netflix sur le procès d'O.J. Simpson, qui m'avait tellement passionné, cette série, ce sujet de manière générale. Il me semble que c'est le même qui a fait les deux. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est sur la même veine. Mais quoi qu'il en soit, avant de regarder la série, donc Monstres de Netflix, je m'étais dit je vais quand même regarder un documentaire parce que je connais pas grand chose de cette histoire, je connaissais même rien en fait de cette histoire. Et je me suis dit je vais regarder d'abord un documentaire pour avoir les faits avant de voir la version un petit peu romancée de Netflix. J'ai donc regardé un documentaire fait par Netflix aussi, je pense, qui s'appelle Les frères Menendez et qui raconte donc l'histoire de ces deux frères qui ont tué leurs parents. Alors j'ai envie de vous dire spoiler alert, et en même temps, voilà, vous pouvez facilement trouver les faits en ligne et peut-être que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, vous connaissez déjà forcément les grandes lignes, mais en fait ils ont tué leurs parents parce que leurs parents étaient des monstres. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à dire. Ils ont eu un premier procès pendant lequel le jury n'a pas su se prononcer. Et il y a eu un deuxième procès qui a été fait, mais dans lequel ils n'ont pas forcément eu le droit d'apporter la même défense. Et donc du coup, ils ont été condamnés à la prison à vie. Ce qui,
Je pense, il ne méritait pas, mais bon, voilà, la justice est ce qu'elle est, et elle a rendu son verdict et c'est comme ça. J'ai cru comprendre que ces dernières années, ces derniers mois, en tout cas, il y avait eu un petit peu un regain d'intérêt pour l'affaire, où elle était un petit peu revisitée sous un nouveau jour, et avec ce qu'on sait aujourd'hui, et avec la façon dont ce genre de sujet est abordé, parce que, encore une fois, spoiler alerte, ils ont été abusés aussi bien physiquement que mentalement, que sexuellement par leur père, et à l'époque, en fait, ça avait été un petit peu... Ça aurait été accueilli très différemment aujourd'hui si ce procès devait avoir de nouveaux lieux, parce que on a aujourd'hui une meilleure connaissance et une plus grande ouverture d'esprit par rapport au fait que oui, en fait, ça arrive, et ça arrive même dans les milieux aisés, puisque c'était une famille qui vivait à Beverly Hills, de la haute société, enfin voilà, et c'était un petit peu difficile, je pense, à admettre à l'époque que dans ce genre de milieu, ça pouvait arriver aussi. Et je pense que si cette même histoire devait avoir lieu aujourd'hui, ouais, la justice et le public feraient preuve de beaucoup plus de clémence envers eux. Ce qui s'est passé aussi, c'est que entre les deux procès, il y a eu justement le procès O.J. Simpson, pendant lequel le procureur s'est fait absolument humilié, puisqu'ils ont perdu cette affaire qui paraissait de base, enfin voilà, ça paraissait un petit peu évident qu'il était coupable, et pourtant il a été... pas innocenté, non il n'a pas été innocenté, mais il a été jugé non coupable, et donc ils ont eu envie un peu de se racheter une image, ils n'ont pas eu envie de perdre ce procès, et donc voilà, ils ont été condamnés à, je pense, la peine maximale qu'ils encouraient, c'est-à-dire la prison à vie. Ils y sont toujours. Et donc le documentaire Les Frères Menendez était bien fait, il m'a permis de comprendre, ok, c'était quoi concrètement les faits, de comprendre toutes les implications politiques aussi derrière, de comprendre tout le contexte aussi, parce que bah, de nouveau c'était un petit peu après l'affaire Rodney King, et c'était ben voilà, de nouveau juste après, enfin entre, à cheval on va dire, sur l'affaire O.J. Simpson. Et donc ok, le documentaire très bien, et puis je me suis penchée sur la série Monstre. Et en fait, avant de connaître l'histoire, je pensais que Monstre, c'était pour eux. C'était le titre du documentaire, et que cette qualification s'apparentait aux frères qui ont tué leurs parents. Et en fait, non. Non, le terme monstre, c'est pour leurs parents, parce que littéralement des monstres, quoi, parce que donc j'ai dit, leur père les a maltraités, les a abusés sexuellement, il les a violés quand ils étaient enfants, et un encore à l'âge adulte, et la mère évidemment était au courant, et on fait rien, on s'en lave les mains. C'est un sujet qui me... Je vais faire une petite parenthèse. C'est un sujet, j'admets, qui me tient un petit peu à cœur, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre les mères défaillantes. J'ai du mal. Je sais, j'essaye toujours de me recentrer sur le fait que c'est la répétition de schémas qu'elles connaissent depuis toujours, que c'est qu'elles sont aussi victimes de ça. Et donc j'essaye de faire preuve d'empathie envers ces mères qui acceptent que leurs enfants soient maltraités. Non. J'y arrive pas, et vous savez quoi, tant pis si j'y arrive pas, parce qu'après tout c'est pas mon métier, je suis pas psychologue, je suis pas là pour comprendre les mères qui acceptent qui acceptent chez elles et qui aiment des hommes qui font du mal à leurs enfants. Voilà, moi je suis désolée, je comprends pas. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des très bons parents, d'avoir une maman qui, je sais parce qu'elle l'a toujours dit ouvertement, elle l'a toujours prouvé, elle n'aurait jamais accepté qu'un homme soit violent avec moi, même verbalement, qu'un homme m'insulte, qu'un homme me fasse me sentir mal dans ma propre maison. Jamais. Il aurait dit un mot de travers, il aurait fait preuve de méchanceté envers moi, et il aurait eu la gueule d'or tout de suite. Et donc c'est vrai que quand je vois, parfois même autour de moi, quand je vois des femmes qui acceptent dans leur vie des hommes qui ont fait preuve de méchanceté et de cruauté envers leurs enfants, ça me bute, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, et je trouve ça vraiment tellement triste, parce que je sais à quel point ça m'aide aujourd'hui, encore dans ma vie d'adulte, d'avoir grandi, d'avoir vécu toute ma vie en sachant que, quoi qu'il arrive, ma mère me défendrait toujours, elle laisserait jamais personne me faire du mal. Et je me mets à la place de ces enfants, notamment les frères Menendez, qui ont grandi en se disant: ma mère accepte qu'on me fasse souffrir. Ma mère accepte quelqu'un dans sa vie, dans son lit, qui me fait souffrir. C'est atroce. Ça me brise le cœur. Ce qui fait du coup de cette série, pour revenir un petit peu à notre sujet, je m'emballe, c'est un sujet qui me tient à cœur, pour revenir à la série, ce qui fait que le fait que ça me tienne à cœur comme ça,
Je trouve ça très intéressant, ça me donne envie de la regarder et en même temps, ça me met aussi dans une position où il faut que je prenne mon temps parce que je sens que ça me fait bouillonner, mais c'est une très moche histoire, c'est vraiment une très moche histoire, mais c'est important de la dire en fait, je pense vraiment. Alors c'est pas agréable à regarder, je peux pas dire oh, c'est une chouette série, je passe un bon moment, non. Mais c'est très bien fait, ceci dit, c'est vraiment très bien fait. Après, en termes de série, j'ai pas encore fini, hein. J'en suis à l'épisode 6, je pense, sur 9, un truc comme ça. Ce qui me déplaît un petit peu, mais c'est parce que j'aime moins ce genre de film, c'est que ça ne suit pas, ce genre de série, pardon, ça ne suit pas les faits de façon chronologique. Ça aborde certains thèmes en fonction de l'épisode ou certains points de vue. Il y a un point de vue qui est plus centré sur les parents et la relation entre eux. Il y a aussi un épisode où il y a une très longue scène centrée autour d'Eric, le plus jeune des frères, qui raconte un petit peu ce que son père lui a fait et qui raconte aussi son ressenti. Et on voit vraiment cette bataille. D'un côté, il reconnaît que ce que ses parents lui ont fait est atroce et en même temps, il les aime parce que c'est ses parents. C'est vraiment... cet épisode-là en particulier, je crois que c'est l'épisode de l'homme blessé. C'est vraiment, ça prend quand même un peu au trip, mais c'est très bien fait, c'est très bien fait. Je vous dis, j'ai pas encore fini, je connais la fin puisque j'ai vu le documentaire, je sais comment ça se termine malheureusement. C'est une série intéressante et c'est bien fait, c'est clairement bien fait, c'est bien joué, on ressent bien la patte de Netflix où c'est bien fait, c'est bien fait. On passe aux livres maintenant et là il y a un petit peu plus de matière puisque j'ai lu 7 livres cette dernière semaine. À commencer par C'est arrivé un été de Tessa Bailey qui est un roman un petit peu à l'eau de rose, mais sympa, bien écrit. C'est l'histoire des sœurs Bellinger qui sont deux gamines pourri gâtées pareil, Beverly Hills, ce genre de quartier. Il y en a une qui fait un petit peu toujours des conneries et en gros son beau-père, qui est plein aux as, l'envoie dans un coin perdu non pas en Alaska, merde je sais plus où. Bref, elle rencontre un gars qui est à l'antipode de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et forcément ils tombent amoureux et voilà. Alors c'est pas du tout une histoire très originale, tout est très attendu, tout est très cliché. Mais voilà, c'est bien raconté, ça se lit facilement. Moi j'aime bien aussi de temps en temps ce genre de livre où il y a un début, un milieu, une fin et on sait que la fin ça se finit bien quoi. Voilà, et tout est résolu, et même si c'est hyper prévisible, ça reste agréable à lire. Je peux pas dire que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, mais dans le genre, c'était bien fait. Alors ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage de l'auteur japonais Haruki Murakami. Ça se passe donc au Japon. On suit l'histoire donc de Tsukuru. C'est très difficile de donner un résumé de ce livre. J'ai l'impression qu'il était un petit peu long, mais dans le bon sens du terme, il permet vraiment de se plonger vraiment dans l'univers. On a l'impression d'être un peu dans le cerveau du personnage avec lui, je sais pas comment expliquer. Et donc ce fameux Tsukuru, on suit sa vie, quand il est jeune, il fait partie d'un groupe d'amis hyper soudés qui un jour le coupe les ponts avec lui sans qu'il sache pourquoi, et puis on le retrouve dans sa vie d'adulte, on voit un petit peu la façon dont ça le marque, dont ça le rend les relations par la suite difficiles pour lui, et puis il va un petit peu en quête de réponses, donc des années plus tard, il va essayer de retrouver la trace de ses amis pour avoir des réponses à ses questions. Et tout du long, voilà, on suit ses réflexions, ses pensées. Et il y a vraiment... Quand il décrit le mal-être, quand il décrit cette sensation vraiment de ne pas être dans son corps, quand à un moment donné, il a un épisode dépressif quand même un petit peu long. Si ça vous est déjà arrivé de vivre une dépression, une vraie dépression, pas je suis triste, une dépression où vraiment le cerveau il est éteint, il n'y a plus rien qui se passe, c'est très... Ça décrit ça très bien, de façon très romantique, pas dans le sens d'amour, mais très romancée, de façon très douce. Et c'est très bien fait, c'est vraiment très bien écrit. Je suis pas fan de la fin parce que je l'ai pas vu se finir en fait. Je lis sur une liseuse et du coup, parfois...
à moins qu'il y ait épilogue et que je vois que le paragraphe s'arrête, que la phrase s'arrête allez, au milieu de la page et que je comprenne bien que c'est bien terminé. Parfois, du coup, c'est difficile de voir que, ok, là, je suis arrivée au bout parce qu'il n'y a pas le numéro des pages. En bas, il y a juste le pourcentage de où j'en suis dans la lecture. Mais parfois, en fait, le livre, il s'arrête quand je suis à 95% parce qu'en fait, il y a encore 10 pages derrière de remerciements, de chapitres, de machin. Et donc, bref, quand j'ai cliqué sur la liseuse après la phrase de la dernière ligne pour tourner la page et que je me suis rendu compte, ah putain, en fait, c'est fini. La fin ne me satisfait pas. La fin ne me satisfait pas, mais parce que j'aime bien, encore une fois, qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et une bonne fin, et ok, j'ai réponse à mes questions, et tout c'est clair. Et là, c'est pas tout à fait le cas, et en même temps, ça n'aurait pas eu de sens, vu le genre de livre, que ça se termine sur un truc bien précis, et happy end, vous voyez, voilà, ça n'aurait pas eu de sens que ça se termine, parce que c'est vraiment un voyage, la vie de quelqu'un, quoi. Donc voilà. Très bien fait, très bien écrit. La fin, ça m'a un peu... Oh un peu, ouais, je m'attendais pas à la fin. Je m'attendais pas à ce qu'il se termine, en fait, tout simplement. Mais très beau livre. Ensuite, j'ai lu Happy Place de Emily Henry. J'avais déjà lu un livre de chez elle, People We Meet on Vacation. J'avais adoré. Et Happy Place, mon Dieu, j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Ça m'a presque donné envie d'avoir un groupe d'amis hyper soudés où on part en vacances ensemble et tout, alors que, je veux dire, mes amis ils ont des gosses et moi je pars pas en vacances avec les enfants, c'est hors de question, j'ai des vacances, mais ouais, vraiment très bien écrit. Emily Henry, j'en ai lu un autre après, et vraiment, vraiment, j'adore sa façon d'écrire, de raconter. Elle a une façon d'écrire qui est presque... On a l'impression que quelqu'un nous parle. C'est vivant, c'est naturel, c'est pas forcément de la littérature, des envolées lyriques, mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment vrai. Les personnages, tout de suite, on s'accroche à eux, on peut s'y identifier, et en tout cas, on les comprend, on a l'impression qu'on les connaît. Et ce livre en particulier, donc Happy Place, ça rend à la fois heureux et triste, ça rend à la fois optimiste et nostalgique. C'est vraiment un très 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 beau livre. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui part chaque année en vacances au même endroit, et en fait cet endroit en question, la maison est mise en vente, et donc du coup ils passent leurs dernières vacances. Entre temps, il y a deux amis du groupe qui étaient en couple qui se sont séparés, et donc ça crée un petit peu un quiproquo parce qu'ils font semblant d'être ensemble. Il y en a deux qui vont se marier, enfin bref, on suit du coup un petit peu les relations comme ça amicales et amoureuses dans le groupe, et parfait, franchement, très 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 beau livre. Je vais aller prendre note des autres livres de Emily Henry pour tous les lire parce qu'ils sont vraiment vraiment top. Ensuite, de nouveau dans un genre différent, j'essaye d'alterner les histoires un petit peu romancées, sympas, faciles à lire, et les trucs un petit peu plus... peut-être un petit peu plus lourds. J'ai lu Les Nageurs de la Nuit, ça s'appelle Swimming in the Dark en anglais, le titre original, de Tomasz Jedrzejowski. C'est l'histoire d'un Polonais qui est amoureux d'un homme, qui tombe amoureux d'un jeune homme, et on suit un petit peu leur rencontre, leur histoire d'amour, leurs difficultés aussi, parce que tout ça c'est sous fond de Pologne des années 60-70, donc clairement l'homosexualité c'est pas forcément vu d'un très bon oeil. En plus c'est toujours sous le régime communiste, et donc du coup il y a aussi plein de difficultés dans la vie de manière générale, et c'est très bien fait. Ça aussi, je retrouve le même côté que dans le livre là de l'auteur japonais, où il y a une façon vraiment très précise de décrire les émotions et les sentiments qui fait qu'on ça parle. Si on a connu, pareil, la solitude, si on a connu le mal-être, il y a vraiment une façon de décrire ce qu'on ressent qui fait que on le ressent nous-mêmes. Et ça, quand même, pour un livre, c'est vraiment assez particulier. Je vous dis les livres, plutôt les histoires un peu à l'eau de rose et tout, même quand on s'identifie au personnage, même si c'est bien expliqué, même si c'est bien raconté, et qu'on ressent un petit peu ce qu'ils ressentent et que ça nous fait ressentir des choses, je trouve que dans le livre Swimming in the Dark, pareil que dans le livre japonais, il y a un côté où c'est expliqué avec
je sais pas comment dire, les mots qui sont mis sur les sentiments fait que vraiment on les ressent. Et c'est encore une fois, voilà, un très joli livre, un petit peu plus profond et un petit peu plus meurtri que, je vous dis, les histoires romantiques où, voilà, on sait que ça se finit bien. De nouveau, la fin ne me... ne me satisfait pas, mais de nouveau ça n'aurait pas eu de sens qui est ce genre de fin et finir heureux, il y a beaucoup d'enfants, mais très joli livre, un petit peu plus chargé émotionnellement, je dirais. Ensuite on retourne chez Emily Henry et j'ai lu Beach Read, en français c'est comme dans un roman d'été, et j'ai beaucoup aimé aussi. De nouveau elle est vraiment très douée pour écrire des livres qui, tout en étant, voilà, des histoires, oui, des histoires d'amour, il y a quand même un petit twist. Et c'est pas fait, c'est pas, vous voyez, du romantisme dégoulinant, plein de bons sentiments. Non, il y a quand même toujours des trucs parfois, des sentiments contradictoires, des trucs pas faciles. Et c'est toujours raconté d'une manière, ouais, je vous dis, très moderne, très facile et agréable à lire. Et une chouette histoire, bien que, encore une fois, un peu prévisible, mais encore une fois, parfois j'aime bien ce genre de livre où il y a un début, un milieu, une fin, et la fin est positive et tout se termine bien. Et donc là c'est l'histoire d'une écrivaine qui est un petit peu en panne d'inspiration à cause de problèmes personnels dans sa vie, et qui fait la rencontre, enfin qui revoit son rival de la fac qui est aussi devenu écrivain, et ils passent un marché, ils doivent chacun écrire une histoire dans le style de l'autre, et bon forcément il y a une histoire qui naît entre eux mais qui est un petit peu compliquée, et il y a aussi d'un côté comme de l'autre des traumatismes à régler, des problèmes à régler, ouais, de chaque côté. Et encore une fois, c'est très joli livre, très bien écrit. Je pense que j'ai quand même préféré Happy Place. Ouais, j'ai préféré Happy Place. Celui-là, il est vraiment très particulier parce qu'il fait naître tellement de mélancolie, alors que là, Beach Read, c'est un peu plus... Ah, c'est un peu plus simple, je dirais, comme histoire. C'est un petit peu plus prévisible, et un petit peu plus classique en termes d'histoire un petit peu d'amour comme ça, de deux personnes que tout oppose et puis finalement ils s'aiment, et voilà. Mais c'était quand même très bien, et encore une fois Emily Henry écrit vraiment d'une façon qui moi me plaît beaucoup. Ensuite je suis restée un petit peu dans le même genre de livre parce que là j'ai plus des masses de choix dans ma liseuse. D'ailleurs il faut que j'aille retélécharger des nouveaux livres, j'ai encore une liste interminable. J'ai lu On reste amis, je crois qu'en anglais c'est The Friend Zone, de Abby Jimenez, et j'ai un petit peu moins aimé. Alors bon, c'est aussi voilà, sympa parce que c'est aussi ce genre d'histoire où bon, on sait que ça se dénoue bien, où c'est une histoire d'amour où apparemment au début c'est un peu pas que tous les opposent mais ça paraît impossible, et puis voilà. J'ai un petit peu moins été fan. Je pense que ce qui a déjà jeté une petite ombre au tableau, c'est le fait que, bien que ça finisse bien, il y a quand même un élément dans l'histoire qui est vachement triste, auquel je ne m'attendais pas du tout, et pour moi ça m'a laissé un goût un peu de « Ah oui mais non, moi j'ai pas envie de voir des trucs tristes ». Je m'attendais pas à ça dans ce livre, parce que pour moi c'était un livre comme tous les livres de ce genre où je vous dis, la fin, tout se finit bien, et voilà, on ferme et on est content, il n'y a pas de drame dans le monde. Vous voyez, c'est ce genre de livre qu'on lit quand on a envie d'oublier qu'il y a des trucs dans la vie qui sont tristes. Et là, le fait d'avoir un élément à un moment donné qui arrive où je me dis oh, « Quoi ?» Je pense d'ailleurs en lisant que je me suis exclamée « Hein ?» Voilà, ça a jeté une petite ombre au tableau pour moi vers la fin du livre. Et en plus de ça, c'est beaucoup de, comment dire, d'aller-retour. Donc c'est une fille en fait qui rencontre un gars, et très vite ils se plaisent, mais elle est stérile, ou en tout cas elle a des gros problèmes de menstruation, elle a des comment ça s'appelle, des fibromes, enfin bref. Elle a beaucoup de problèmes qui font que potentiellement elle pourrait être stérile, et que de toute façon elle décide de subir une hystérectomie à un moment donné parce que vraiment elle n'en peut plus, elle a plus de vie, enfin voilà. Et ce garçon qu'elle rencontre, un des premiers trucs qu'il lui dit de lui quand ils font connaissance, c'est qu'il veut une grande famille, il veut genre 10 enfants, enfin voilà. Et donc malgré le fait qu'elle l'aime, elle met tout de suite des limites, et elle dit ok, on peut pas, on est juste amis, ou alors à un moment donné ils deviennent amis avec un peu plus d'affinité, parce qu'elle sait qu'elle pourra pas lui offrir ce qu'il veut, et donc elle veut mettre des limites. Et c'est un peu
il y a un petit peu trop pour moi de ah ok j'y vais, ah oui mais non j'y vais pas, ah ok j'y vais, ah oui mais non j'y vais pas. Ça traîne un petit peu. Je trouve que vers la fin ça traîne un petit peu. Ça aurait été bien si elle avait juste fait 2-3 petites incursions et puis oh non tout compte fait non, et que plus vite que ça en fait ils aient eu une vraie discussion, parce que le problème dans ce livre c'est juste le manque de communication en fait, le fait qu'elle dit pas la vérité, elle dit pas ce qui se passe et on dit pas parce qu'on a peur de comment l'autre va réagir, alors que si dès le début on a une vraie discussion, en fait le livre il fait 20 pages. Alors du coup j'en rends bien compte que ça n'a aucun sens et que le but c'est justement que ça en fasse une histoire. Je trouve que ça traîne un peu, je trouve que ça traîne un peu quand même, donc j'ai été un peu moins fan de celui-là. Après, ça a sûrement joué aussi le fait qu'il y ait justement cette question de d'infertilité et de pas pouvoir avoir des enfants, et en même temps, lui, elle sait qu'il en veut et elle voudrait pouvoir lui en donner. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai peut-être moins aimé, parce que je m'identifie tellement pas, parce que je veux pas d'enfants, j'en ai jamais voulu. Donc j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal à m'identifier et à voir ce côté, ah ben oui, je comprends un peu ce qu'elle ressent, parce qu'en fait, pas du tout, vraiment pas du tout. Et donc, bon, ça n'aide pas à se mettre dans l'histoire. Et là, je suis en train de lire Tous nos étés de Carly Fortune. Je pense que le titre en anglais, c'est Every Summer After. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment bien. Je dois être à 85%. Là, d'ailleurs, dès que j'ai fini de filmer, je vais aller le terminer, parce que j'ai hâte de voir comment ça finit. Même si, j'espère que ça finit bien, mais je pense que oui. Je retrouve un petit peu le même genre d'histoire finalement que Emily Henry, pas exactement la même plume, pardon, c'est un petit peu moins spontané je dirais, mais c'est voilà le même genre d'histoire. C'est une jeune femme qui va revoir son amour de jeunesse après plus de 10 ans sans l'avoir vu, parce que on enterre sa mère, et très vite on comprend qu'il y a eu un problème, qu'elle lui a brisé le cœur, mais voilà, on ne sait pas encore exactement quoi. Et j'aime bien la façon dont c'est raconté, et ça ressemble énormément à un autre livre de Emily Henry, People We Meet on Vacation, où vous avez un chapitre où on vous explique ce qui se passe là au moment présent, et puis un chapitre où on retourne en arrière. Et puis on revient à un chapitre où on parle au moment présent, et un chapitre où on retourne en arrière, et ainsi de suite. Et en fait, on a à chaque fois un chapitre du moment présent et un chapitre de tous les étés, en fait, quand elle était jeune, qui remonte au premier été où elle a rencontré ce garçon, et petit à petit, on remonte dans le temps, et on comprend tous des nous, on voit comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, et on comprend un petit peu ce qui s'est passé entre eux. Et cette façon de raconter est assez similaire à justement donc People We Meet on Vacation, où pareil, c'était aussi deux amis qui se retrouvaient en vacances des années plus tard, alors qu'avant ils allaient chaque année en vacances ensemble. Et pareil, on voyait la première année où ils s'étaient rencontrés, la première année c'était parti ensemble, et toutes les années suivantes en alternance avec le moment présent, pour permettre à chaque fois de faire un petit peu plus la lumière sur ce qui est en train de se passer. Et j'aime bien cette façon de faire. Alors autant, dans les séries surtout, j'aime pas qu'on a trop de retours en arrière, j'aime pas quand les retours en arrière sont pas ordonnés, en fait. J'aime pas quand ça part dans tous les sens. Mais quand les retours en arrière suivent quand même la chronologie et que c'est clair, ça me dérange pas. Et c'est une façon, je trouve, intéressante de découvrir l'histoire. Cette juxtaposition de l'instant présent et on retourne dans le passé. Je trouve ça, intéressant, j'aime bien ce genre de livre. Donc je peux pas encore vous donner un avis définitif parce que j'ai pas encore fini le livre, je sais pas comment il se finit. S'il se finit mal, c'est sûr qu'il va perdre des points, mais je pense, j'espère qu'il va bien se finir. Et du coup, ben, je vous donnerai le résultat et je vous dirai s'il m'a plu ou pas dans la prochaine vidéo, dans quelques semaines que je ferai, où je vous parle du coup des livres que j'aurai lus à ce moment-là. Mais en tout cas, la lecture pour le moment me plaît et j'avance bien, et je l'aurai terminé du coup un petit peu plus tard aujourd'hui, très certainement. Donc voilà pour les quelques livres que j'ai lus ces dernières semaines. Je vous dis, là j'en ai plus beaucoup sur ma liseuse, mais par contre j'ai une très longue liste, donc je vais pas tarder à aller m'en télécharger une petite dizaine pour avoir de quoi lire dans les semaines à venir. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des livres qui vous ont plu ou des séries que vous avez aimées, à me les mettre en commentaire, comme ça me donnera un petit peu d'inspiration. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.